C'était l'atmosphère idéale pour faire la grève. Avant 6 heures du matin, nous avions commencé à distribuer les pamphlets. Je pouvais être arrêté et appréhendé à tout moment. J'avais évidemment très peur. Les ouvriers du chantier naval Lénine, à Gdańsk, sont en colère au point de déclencher une grève. Ils sont mécontents de la récente augmentation des prix et du licenciement de l'un des leurs. Mais peu d'entre eux se rendent compte à quel point leur grève les opposera au pouvoir du gouvernement communiste en Pologne. Les gens ont commencé à hurler « Ouvrez les grilles !» Nous allions en ville au secrétariat régional du Parti communiste. Nous avons compris qu'il fallait entonner l'hymne national afin de les calmer. Nous n'allions pas refaire l'erreur de 1970, descendre dans la rue et nous faire refouler par les chars d'assaut. En Pologne, chaque ouvrier connaît l'histoire de décembre 1970. Les grévistes avaient quitté le chantier naval et avaient manifesté jusqu'au siège du Parti communiste. 6 personnes avaient été tuées et 300 autres blessées. Ils ont appris combien il était futile d'affronter les troupes armées dans la rue. L'un d'entre eux avait 27 ans, il était électricien au chantier naval et se nommait Lech Wałęsa. Il a été licencié pour avoir agi à titre d'activiste syndical en 1976. Mais aujourd'hui, en 1980, il est de retour et il aide à monter la grève. Pendant ces 10 ans, depuis 70, alors que j'étais dirigeant au même chantier naval, j'ai eu le temps de repenser aux erreurs commises. J'ai réfléchi aux moyens que j'utiliserais si le destin me donnait une autre chance. Cette fois, Wałęsa et les autres organisateurs se sont soigneusement préparés. Nombreux sont ceux qui connaissent et apprécient Wałęsa au chantier. Il annonce « Nous allons occuper le chantier naval. Je serai le dernier à partir. » Leur grève sera strictement non violente. Le gouvernement n'aura aucune raison d'ouvrir le feu. Le comité de grève réquisitionne une cafétéria dans l'ancien département de Wałęsa. Sa première démarche est de s'assurer que les rumeurs de grève ne seront pas étouffées par le régime. Alina Pienkowska, une infirmière du chantier naval, téléphone à Jacek Koroni, au Conseil pour la défense des ouvriers à Varsovie. Il communiquera les nouvelles à la radio Europe Libre et à la BBC. Grâce à cela, le monde pourrait entendre parler de nous. Non seulement le monde, mais aussi les familles des ouvriers du chantier naval de Gdańsk, qui sauraient pourquoi leurs maris, leur père ou leur fils ne sont pas rentrés à l'heure habituelle. Cet appel téléphonique a permis aux gens de s'organiser dans la ville de Gdańsk. Vendredi matin, le mouvement de grève s'étend. Les transports en commun cessent. Le port est fermé et 22 usines participent à la grève. En tout, 50 000 ouvriers. Le gouvernement a coupé le téléphone dans le reste de la Pologne, craignant que le mouvement de grève ne prenne de l'ampleur. Mais il est trop tard. Partout en Pologne, les gens sont au courant de la grève de Gdańsk. À la cafétéria, le comité de grève termine une liste de revendications. Il prépare des pamphlets pour les ouvriers en grève. Au sommet de la liste apparaît le droit de constituer des syndicats libres et indépendants et le droit de grève, demande auquel le régime communiste de la Pologne s'opposera sûrement. Samedi, le directeur du chantier naval reçoit des ordres de ses supérieurs du Parti communiste. Il est prêt à entamer des pourparlers. Le chantier naval offre des hausses salariales généreuses et de meilleures conditions de travail. Tout y est, sauf les syndicats indépendants. Mais lors du vote, la direction a dispersé des fonctionnaires membres du parti dans l'Assemblée. Les termes de l'entente sont ratifiés et les ouvriers commencent à retourner chez eux.
Pendant que des milliers d'entre eux se dirigent vers la sortie, Anna Valentinovic, qui a réintégré grâce à la nouvelle entente le poste qu'elle avait récemment perdu, leur rappelle que le règlement qu'ils viennent d'accepter abandonne les autres ouvriers qui se sont joints au mouvement. Que faites-vous de ceux qui nous ont soutenus? Il y avait 40 usines. Que faites-vous d'eux? J'étais honteuse et désolée. Qu'aurions-nous dû faire? L'infirmière, Alina Piankowska, court à la porte principale et essaie d'arrêter les ouvriers. Une petite foule se réunit pour l'écouter. Elle les supplie de rester. Si nous voulons vraiment des syndicats libres, si nous voulons vraiment influencer la direction, il faut être solidaire, c'est-à-dire poursuivre la grève. Des milliers d'ouvriers rentrent chez eux, mais quelques centaines se rangent aux côtés d'Alina. Ils resteront toute la nuit pour continuer la grève. Pendant la nuit, ils prennent une décision ferme, celle d'organiser la grève dans toutes les usines afin de représenter tous les ouvriers polonais. Ce nouveau mouvement décuplera leurs forces et créera un pouvoir du peuple jamais vu en Pologne communiste. Dimanche matin, les ouvriers improvisent une messe catholique à l'intérieur de l'enceinte. Des milliers de citadins se réunissent à l'extérieur. Les grilles sont décorées de fleurs, de messages d'appui et d'une photographie du pape qui est polonais. C'est une démonstration de soutien inattendu pour les grévistes. Je ne m'attendais pas à une telle réaction des citoyens de Gdańsk. Ça m'a donné beaucoup de courage et d'énergie, parce que je me suis rendu compte que nous serions probablement capables d'accomplir quelque chose. Le vaste mouvement de grève interusine a publié 21 revendications, un document qui a enflammé les ouvriers des autres villes. L'un d'entre eux est électricien dans une usine de tracteurs près de Varsovie. Il s'appelle Zbigniew Bujak, il a 27 ans. Tout à coup, nous avons appris qu'il y avait une grève à Gdańsk. Nous avons lu les 21 revendications. Et pour employer une expression typiquement polonaise, nous avons clairement senti que nous tenions Dieu par le bras. Nous avons soudain estimé que nous détenions un outil qui, si nous ne faisions pas d'erreur, pouvait être utile. À Gdańsk, les grévistes qui ont passé la fin de semaine à l'intérieur du chantier naval sont récompensés. 15 000 ouvriers reviennent se joindre au mouvement de grève. Le vaste mouvement interusine attend la réponse aux 21 revendications. Pendant ce temps, de plus en plus d'usines rejoignent les rangs. Les grévistes gagnent graduellement du terrain sur un système qui n'a jamais permis l'existence d'un autre pouvoir que celui du Parti communiste. Partout, les ouvriers suivent l'exemple de Gdańsk et minimisent les risques en restant à l'intérieur de leur lieu de travail. Nous ne sortions pas de l'enceinte, parce qu'il aurait été facile pour les autorités de nous provoquer. Simplement nous provoquer, pour faire ensuite intervenir la police ou les militaires. Nous avons voulu éviter que cela se produise. Nous connaissions les activités de Gandhi ou ce que Martin Luther King avait fait. Et nous savions qu'en mettant en pratique la théorie de la résistance non violente, ils avaient gagné. La deuxième semaine commence. Les grévistes publient un bulletin quotidien appelé Solidarité et se préparent à une longue lutte.
On pourrait dire qu'à l'intérieur du chantier naval, il y avait un deuxième gouvernement polonais. Nous traitions cela avec humour. Nous avions un ministre des Communications, un ministre de l'Aide sociale et des salaires qui collectait de l'argent. Il y avait un ministre des Finances qui administrait les fonds que nous avions recueillis auprès de diverses sociétés. Il y avait un ministre de la Sécurité qui était responsable de tous les gardiens, de la défense des barrières et de l'alimentation. Tout était réglé comme une montre suisse. Leur patience leur a donné des forces. Au 9e jour, le mouvement de grève interusine représentait presque un demi-million d'ouvriers de 370 usines réparties dans chaque industrie et chaque région de la Pologne. Des négociateurs du gouvernement se rendent au chantier naval. La longue impasse semble se terminer. Jerzy Kołodziejski, responsable régional à Gdańsk, faisait partie de l'équipe de négociation. Certaines personnes ont applaudi, contentes de voir que l'autorité, le responsable régional, faisait son entrée au chantier naval pour entreprendre les négociations. D'autres juraient, me huaient, m'insultaient. Je n'avais aucun doute, j'allais être l'agneau du sacrifice. Les ouvriers exigent que toutes les discussions soient retransmises par les haut-parleurs du chantier naval. On doit permettre aux médias polonais de couvrir la grève et les pourparlers. Le gouvernement s'assoit à la table de négociation après 10 jours de stagnation. Cela a dégénéré. Il est apparu que les grévistes ont utilisé ces 10 jours pour renforcer leur position, pour renforcer le vaste mouvement de grève interusine et pour convaincre les gens que, sans négociation avec le comité, un règlement du conflit était impossible. Le vice-premier ministre polonais, Mieczysław Jagielski, fait face à Lech Wałęsa, un électricien de 37 ans. Jagielski est habitué au micro et aux caméras. Wałęsa se décrit comme un simple ouvrier qui suit ce que lui dicte son cœur. Le régime qualifie les grévistes de traîtres. Maintenant, le délégué du Premier ministre doit négocier. Le comité de grève est prudent, sachant que s'il va trop loin, il perdra la partie et que l'intervention militaire soviétique est une réelle possibilité. Ceux qui négocient au nom des ouvriers ne sont pas pressés. Ayant eux-mêmes formulé les revendications, ils ne négligent rien pour obtenir les syndicats indépendants et rejettent les pressions du gouvernement qui veut aborder d'autres questions. Punkt po punkcie po parę godzin każdy następny redagowali. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktyka strajkujących była taka. La tactique des grévistes était celle-ci. Nous devons obtenir l'accord sur les syndicats libres, tout le reste suivra. Wałęsa a dit, monsieur, ne parlons pas de ces choses-là. Ce sont des détails. Ce dont nous avons besoin, ce sont des syndicats autonomes. Pendant près de 2 semaines de pourparlers, Wałęsa fait régulièrement des rapports à ses troupes. Avec une franchise inouïe, il cherche à obtenir un consensus avec les syndicats officiels polonais. La solidarité des ouvriers reste forte face à ses adversaires.
Aucune grève n'avait jamais été menée de façon aussi décisive, avec une telle volonté de victoire, un tel désir de consolidation et la conviction que nous devions quitter cette pièce victorieux. Ce n'était pas seulement la conviction des participants au mouvement de grève interusine, mais celle de tous les ouvriers qui nous ont entourés et des dizaines de milliers de gens qui ont bloqué le chantier naval. Tout cela avait un effet. Ça nous a mis du baume au cœur. L'arrêt des usines crée une pression qui profite aux grévistes. À Gdańsk, l'outillage de valeur et les bateaux en construction servent d'otages. De plus en plus pressé de reprendre la production, le régime accepte progressivement une entente. Dimanche, le 31 août, un accord est prêt à être signé. Ils ont obtenu des hausses salariales, une semaine de travail de 5 jours, l'abandon de la censure imposée à la presse, des syndicats autonomes et le droit de grève. Pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to porozumienie, nous nous sommes immédiatement rendus compte que les accords signés n'étaient qu'une première étape et que maintenant la vraie course contre la montre commençait. I teraz dopiero rozpoczyna się dla nas prawdziwy wyścig z czasem. La vraie tactique, la lutte intellectuelle avec l'autre camp, avec ceux qui étaient au pouvoir, démarrait. Parce qu'il était évident que même s'ils avaient signé les accords, ils voudraient immédiatement les dénoncer. La course contre la montre commence au moment où Wałęsa et Walentynowicz visitent le pays pour célébrer leur succès, recruter de nouveaux membres et créer des centaines de syndicats locaux affiliés. En 4 mois, les adhésions à Solidarité se chiffrent à 10 millions. Particulièrement concerné par le bien-être des travailleurs polonais, Solidarité ne peut se cacher une réalité évidente, son existence défie la suprématie du Parti communiste. Dès le début, j'estimais que l'autre camp se préparait à frapper. Mais au moment où ils allaient s'en prendre à 100 organisations, il y en avait déjà 1000 autres. Quand ils ont été prêts pour 1000, nous étions 10 000. Et ce n'était pas 100 000 membres, mais 1 million. Et plus tard, nous étions 10 millions. Ils doivent grossir rapidement et atteindre une telle envergure que lorsque la confrontation inévitable se produira, Solidarité sera trop puissante pour être détruite. Les activistes sont harcelés, leurs journaux censurés et leurs bureaux pillés. On ordonne aux ouvriers de travailler 2 samedis par mois, une faille dans l'accord. Solidarité riposte. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewu, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Przez każdych ludzi. O, nie dam rady. Tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego nie można. Un an après sa fondation, le syndicat réélit Wałęsa à la présidence. Lech Wałęsa. Mais la structure transparente et démocratique de Solidarité la rend vulnérable à ses propres extrémistes et à ceux qui tentent de s'y infiltrer.
Il y avait quelques agents provocateurs, vous pouvez encore les entendre sur les bandes aujourd'hui, qui versaient de l'huile sur le feu. Ils proposaient de faire une manifestation à Varsovie, de réunir 100 000 ou 200 000 personnes et ensuite d'aller jusqu'à la confrontation physique. Évidemment, les autorités n'avaient pas le choix. Ou elles cédaient devant une telle puissance et procédaient à des élections démocratiques, ou elles envoyaient des chars d'assaut et nous mettaient en prison. Dans la nuit du 11 décembre 1981, les autorités communistes effectuent une descente au cours d'une assemblée des dirigeants nationaux de Solidarité. Le conseil, au grand complet, est arrêté à l'intérieur de l'hôtel. Les 2 jours suivants, des activistes de Solidarité sont arrêtés par milliers. La loi martiale est décrétée le 13 décembre. Au moment où ils ont asséné leur coup, je leur ai dit, à cet instant précis, vous avez perdu et nous gagnons. Vous avez planté les derniers clous de votre cercueil communiste. La loi martiale est proclamée, le régime a perdu le soutien populaire. En comptant seulement sur le pouvoir d'interdire, le régime a perdu tout pouvoir de persuasion. Bien que le syndicat soit interdit, l'appui populaire n'a pas faibli. Solidarité devient un mouvement de résistance non violent, imprégné du patriotisme polonais. Dépourvue d'administration centrale, Solidarité existe à travers des milliers de petites organisations, trop nombreuses pour être étouffées. La presse clandestine les unifie et les soutient dans leur résistance et leur opposition au pouvoir de l'État. Je savais que c'était mon cheval de bataille. Je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez m'enfermer, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas me vaincre. Donc la lutte continuera. Elle durera quelque temps, ça nous coûtera cher, mais nous gagnerons. Pendant 7 ans, la répression crée l'illusion de la stabilité, mais sous la surface, les fondations pourrissent. Durant l'été 1988, elle s'effondre alors que la hausse des prix, les manifestations et le rationnement paralysent le pays. Une nouvelle vague de grève déferle sur le gouvernement qui perd le contrôle de la situation. Le régime offre de légaliser à nouveau Solidarité si Lech Wałęsa négocie la fin des grèves. En 3 jours, le pays est de retour au travail. Solidarité prouve qu'elle est devenue une force très capable et responsable. En février 1989, Solidarité, le gouvernement, le parti et l'Église constituent une table ronde sur l'avenir de la Pologne. Après 2 mois de négociations, ils s'entendent sur des syndicats autonomes, la liberté de la presse et des élections parlementaires. Après 2 mois de campagne, les candidats de Solidarité sont populaires, mais personne ne s'attend à ce qu'ils délogent le Parti communiste. Le 4 juin 1989, les Polonais votent lors de la première élection démocratique tenue depuis plus de 60 ans. Cette nuit-là, sur la place située devant l'appartement de Lech Wałęsa, on célèbre la victoire. Solidarité a défait le Parti communiste par une marque de 10 contre 1. S'ils ont seulement entrouvert la porte de la liberté, moi j'ai mis mes bottes de prolétaire dans cette porte et ils ne la fermeront pas.